Alors, normalement, c'est tout bon. Alors, donc ce chapitre, donc ça c'est un très gros chapitre, parce que on va poursuivre encore un peu sous applications linéaires, dimensions finies, etc. Mais on va vraiment enfoncer le coup sur ce que j'avais dit en fin de chapitre dernier, sur le fait que en dimension finie, bah, en gros, il n'y a que les coordonnées qui comptent. Et dès qu'on est en dimension 5, que ça soit des matrices, que ça soit des polynômes, que ça soit des suites, que ce soit des triplets, des n-duplets, etc., ça ne va rien changer finalement au niveau de la linéarité, des applications linéaires. Alors plus précisément, l'idée ça va être de commencer par les vecteurs tout seuls. On va revoir des choses qu'on avait un petit peu déjà vues par-ci par-là, le fait qu'on peut associer des vecteurs coordonnés à des vecteurs de l'espace. Et dans un second temps, pour des applications linéaires, on va regarder comment est-ce qu'on peut associer une matrice, puisqu'au lieu de colonne, ce sera une matrice complète, à une application linéaire. Alors, si on fait dans l'ordre, donc hop, hop. Donc, la première partie, c'est tout ce qui est matrice d'un système de vecteurs. Alors, on a un espace vectoriel. Est-ce que je peux mettre... Non, j'ai pas de... Non, la main, je pense que c'est peut-être le plus simple. Alors, ici, donc, vous avez un espace vectoriel de dimension finie, vous avez une base Lagrangienne, donc ça c'est classique, et on a tout un tas de vecteurs. Chacun des vecteurs, il va avoir des coordonnées dans la base de Lagrangienne. Donc x1 il va avoir des coordonnées, jusqu'à xp qui aura ses propres coordonnées. Et comme on veut avoir du coup n coordonnées pour chaque vecteur et qu'on appelle vecteur, on va prendre l'indexation avec des doubles indices, petit j. Donc l'indice petit i, la ligne, ça va être pour les coordonnées, et l'indice petit j, ce sera par rapport au numéro du vecteur. Donc ça, c'est l'usage. Conséquence, on va pouvoir parler de ceci, la matrice d'un système, d'une famille de vecteurs dans une base de données. Alors attention, la base va compter. Ici, ça veut tout simplement dire qu'on va placer dans chaque colonne les coordonnées de chacun des vecteurs dans la base de données. Alors, inversement, on fera juste des petits exemples juste après, ne vous inquiétez pas, des petits exemples numériques. Inversement, si vous avez une matrice, vous pouvez toujours, quitte à choisir un bon espace, une bonne base, ou à fixer un contexte, vous pouvez toujours voir chacune des colonnes comme les coordonnées d'un vecteur donné. Ça, ce sera assez pratique dans certaines situations. Alors, des petits exemples tout de suite. Alors, je vais faire, hop, je bascule sur le tableau blanc. Alors, là, j'ai mis, hop, enfin, alors si jamais j'oublie de changer la scène, on va dire, vous me le dites. Alors, où est-ce que je suis? Hop, curseur. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas que le stylet. On va voir ce que ça donne. Ok. Qu'est-ce que j'ai fichu? Non, c'est bon. Alors, est-ce que ça ressemble à quelque chose? Hop. Ok. Alors, premier exemple, on va faire une chose assez numérique, assez basique. On va se mettre dans, je sais pas, dans R3 par exemple. Alors, je vous le dis tout de suite, notamment pour ceux qui ont tendance à avoir un tableau de retard, c'est presque mieux sur le tableau. C'est fort probable. Ici, il n'y a pas, j'ai pas trouvé de moyen de mettre deux tableaux en même temps. Donc, en gros, je passe au tableau d'après, pouf, je peux faire des retours arrière, mais en gros, tout va disparaître d'un coup. Alors, tout ce qui est ici sur le tableau, je peux l'exporter après en PDF et vous le remettre à disposition. Voilà, c'est à vous que je pensais, entre autres. Donc, alors de temps en temps, je peux faire des petites bidouilles. Par exemple, comment est-ce que je faisais ça? Voilà.
sur certains trucs importants, mais je ne le fais pas tout le temps, je fais une petite capture et pouf, je le mets sur une nouvelle page. Et puis comme ça, je peux après le mettre dans un petit coin. Et est-ce que ça ressemble à quelque chose? Ouais, et sauf que là, j'ai capturé tout l'écran. Du coup, c'est pas très intéressant. Non, j'ai pas capturé tout l'écran, je suis en train de bouger ma fenêtre, ce qui est n'importe quoi. Comment je fais pour positionner mon truc? Ah, c'est lui. Alors, on revient. Ça, j'efface et on revient. Alors, exemple dans R3. Tac, je remets le crayon. Si on va prendre, pour l'instant, sans trop se casser la tête, une base B, on va mettre la base canonique, qui va être E1, E2, E3. Je vais appeler BC, base canonique. Ça veut dire, petit rappel, E1, c'est 1, 0, 0. E2, c'est 0, 1, 0. Alors ça, bien sûr, vous ne le renotez pas forcément. Hein. Et E3, c'est 0, 0, 1. On va fixer comme vecteur, je sais pas, j'en mets 2 pour commencer. Hein. Si on prend le vecteur x1, qui est le vecteur 1, 2, 3, avec une très grande rigidité pour les chiffres, et si le vecteur x2, c'est 4, 5, 12, parce que sinon c'est trop prévisible, la matrice dans la base BC, donc on met le nom de la base ici en indice, de la famille x1, x2, elle va être construite de la manière suivante. Une colonne pour chaque vecteur, une coordonnée pour chaque ligne. Ça veut dire qu'ici, en général, on peut entre guillemets préparer le terrain de la manière suivante. Alors je prends une autre couleur. Ici, alors c'est au-dessus, c'est normal. On va avoir x1, on va avoir x2. Donc ça, typiquement, vous l'écrivez au crayon de papier, vous, sur votre feuille. Et on veut exprimer nos deux vecteurs en coordonnées. Et là, je les mets sur les lignes en fonction de la base E1, E2, E3. Une fois qu'on a ça, surtout là, avec la base canonique, par exemple, si on s'intéresse à x1, non, le jaune, c'est pas folichon. Je vais rester sur du vert. Oh, tiens, dans du noir à côté. Je changerai la couleur jaune pour un autre truc. Ici, le vecteur x1, alors, là, c'est la base canonique, donc c'est ultra facile. Le vecteur x1, bah, c'est une fois E1, plus 2 fois E2, plus 3 fois E3. Les coordonnées, c'est 1, 2, 3. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est instantané. Ce qui fait que dans la matrice, on va se retrouver avec 1, en dessous 2, en dessous 3. Et donc pour le deuxième vecteur, bah voilà, 4, 5, 12, c'est instantané. En revanche, attention, là, je vais la souligner. Tac, tac. Là, c'est la base canonique. Si on prend, je vais mettre un deuxième petit repère. Tac. Si on prend une base B', qui est, alors on va changer un vecteur histoire de, on va essayer de ne pas faire trop compliqué parce qu'après sinon, si là par exemple on met un vecteur E4 avec E4 qui est le vecteur, bah tiens justement je vais faire simple, je vais faire presque caricatural, 1, 2, 3. Alors cette famille là, on a une famille de 3 vecteurs, elle est libre parce que on fait la petite technique habituelle, ça va marcher, là il n'y a aucun souci. On va donc se retrouver avec une base. Donc j'écris en dessous. B' libre, et c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Donc libre et kernel 3 en dimension 3. Donc base. Si on fait le même processus, alors je ne vais pas faire les deux colonnes, je vais faire que la première, de toute façon ce sera déjà assez frappant. Si on fait cette fois-ci la matrice dans la base B', attention,
Non, c'est pas la bonne couleur, je voulais du jaune. C'est très moche. Je vais juste mettre en dessous, ça suffira. Si on fait la matrice dans la base B' de x1, x2, on est censé avoir, donc le squelette, c'est le même. On est censé avoir les coordonnées de x1 et de x2, mais cette fois-ci en fonction de la base E1, E2, E4. Donc là, pareil, un petit coup de fluo. Attention ici. Or, si on l'écrit à côté, le vecteur x1, bah, si vous avez été observateur, c'est exactement le vecteur E4. Ça veut dire que ces coordonnées dans la base E1, E2, E4, c'est 0 devant E1, 0 devant E2, et une fois devant E4. Conséquence, dans la matrice, on va avoir en première colonne, non plus 1, 2, 3, mais on va avoir 0, 0 et 1. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors là, après, je mets, on pourrait faire le calcul pour x2. Pareil, le chiffre changerait complètement, parce qu'il faudrait utiliser ce troisième vecteur E4 pour avoir nos coordonnées, et donc ça changerait les chiffres. Est-ce que pour cette première remarque, on est bon? A priori, ça a l'air bon. Alors, je vais devoir changer de page. Alors, ça sera un exemple différent, donc bon, à la rigueur, il n'y a qu'une seule position chaque fois possible à plusieurs. Alors, si vous avez des bases, petit rappel, ça effectivement, c'est une question qu'il faut bien repérer. Si vous avez des bases, il y a unicité des coordonnées. C'est le principe d'une base. Donc, pour des vecteurs donnés, pour une base donnée, il n'y a qu'une seule matrice associée. Ça, c'est obligé. Alors, cet exemple-là, je vous le remettrai. Un deuxième exemple, on va faire un truc un peu plus rigolo. Si on prend, c'est un exemple qu'on va revoir assez souvent, dans les polynômes. Donc par exemple, si on se met dans grand E égale, on va dire quoi? On va dire R3 crochet X, ce sera déjà largement suffisant. Dans grand E égale R3 crochet X. La base canonique, donc BC, C comme canonique, 1, X, X carré, X3. Et petit rappel, on a un espace dimension 4. Si on prend une famille de polynômes, pareil, je ne vais pas en prendre 50, on en prend 2, 2 ça suffira. Si on prend par exemple le polynôme x carré moins 1, et si on prend le polynôme P2 égal à 1 plus 4x moins 5x3, par exemple, on va écrire la matrice dans la base BC de la famille P1, P2. Ici, 2 colonnes, parce que 2 vecteurs, et 4 lignes, parce que dimension 4. Donc, comme d'habitude, vous ferez toujours ça quasiment, au début surtout, vous préparez le squelette, vous mettez en colonne P1, P2, en ligne, donc 1, x, x carré, et ensuite x au cube, et, bon là, je ne vais pas vous faire le même laïus, on place les coordonnées. Attention à l'ordre. La base canonique des polynômes, l'usage c'est de commencer par 1 et ensuite d'aller faire le degré croissant. Donc là, si c'est x carré moins 1, on a moins 1 fois 1. Ensuite, 0x, 0x carré, excusez-moi, pas 0x carré, une fois x carré et 0x cube. À côté, pour le vecteur P2, 1 en constant, 4 en x, 0 en x carré et moins 5 en x au cube. Donc là, petit exemple vite fait, qui pose pas trop de soucis normalement, mais pour autant, ce genre de manip, ce sera super classique. Alors je vais vous dire, est-ce qu'on va être avec des suites, des fonctions? Un autre exemple qu'on pourra croiser,
Ça marche à l'espace de matrice. Bah, effectivement, c'était à ça que je pensais. Donc je vois que mes cours de télépathie ont porté leurs fruits. Si on va mettre des matrices de quelle taille? Matrice de taille 2, ça suffira largement. Alors ici, pareil. Sur ce genre d'exercice, enfin, sur ce genre de manipulation, très souvent, au début d'un exercice donné, vous allez travailler avec la base canonique. En revanche, il arrivera aussi très souvent qu'on soit amené à changer la base. On verra les techniques un petit peu pour ça. Alors que je fasse gaffe à l'heure, non c'est bon. Donc si on prend en grand E égale M2 R, la base canonique, alors, je mets des grandes parenthèses pour la base, chacun des vecteurs de base est une matrice. Donc 1, 0, 0, deuxième 0, 1, 0, 0, troisième 0, 0, 1, 0, et le petit dernier 0, 0, 0, 1. Si cette fois-ci on prend, alors on va dire quoi, grand M 1, alors je vais mettre des grands A plutôt, donc ce sera la matrice 1, 0, 2, moins 1. Si on prend grand B, la matrice, bon pareil, 1, 0, 0 et 5 à la fin. On est en train d'écrire, et donc oui, ça a un sens. Comment qu'on est... Ah, j'ai une question que j'ai pas vue. Comment connaît l'ordre des vecteurs dans la base, l'ordre des vecteurs dans la base et la matrice? Alors si c'est l'ordre au sens le premier et le deuxième, pour la base, c'est l'énoncé qui vous le donne, ou si c'est une base canonique, c'est l'ordre qu'on a vu en cours. Pour les vecteurs, bah pareil. Alors très souvent, je le dis honnêtement, l'ordre des vecteurs n'aura pas une grande importance. Sauf si il y a une consigne qui est non énoncée, auquel cas vous la respectez et c'est tout. La matrice, où est-ce qu'on était? La matrice dans la base canonique de la famille de vecteurs qui sont eux-mêmes des matrices AB. On est censé avoir, donc même principe, hop, ici on sait qu'il y aura deux colonnes parce qu'on a deux vecteurs, grand A et grand B. On aura ensuite notre... ah, je ne les ai pas notés. Donc petit rappel, lui c'est E11, lui c'est E12, lui c'est E21 et le dernier c'est E22. Donc on place E11, E12, E21 jusqu'à E22 tout en bas. Et les chiffres, alors encore une fois, comme c'est la base canonique, c'est ultra facile, ça revient à juste lire les coordonnées. Donc pour la matrice grand A, alors il faut bien suivre l'ordre, ligne et ensuite colonne de gauche à droite, 1, 0, 2, moins 1. Et pour la matrice B, 1, 0, 0 et un 5 tout en bas. Est-ce que je pousse le curseur? Alors j'attends 30-40 secondes là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Alors si c'est à peu près bon. Alors là je vais pouvoir vous laisser un petit peu le tableau en petit. Ce sera peut-être pas idéal pour recopier, mais pour passer au PDF. Alors est-ce que là par exemple, quand je le présente sous cette forme-là, est-ce que le tableau à droite est à peu près lisible ou pas? J'imagine que ça va être différent si vous êtes sur téléphone ou sur tablette ou sur ordi. S'il y en a qui sont sur tablette ou téléphone, est-ce que ça reste lisible? Je sais pas s'il y en a beaucoup ou pas. Il n'y a peut-être pas 50 en fait. Bon, a priori ça a l'air d'aller. Si jamais des soucis, vous me direz. Hein. Alors, tac, tac. Donc si on passe sur le cours. Donc hop, vous regardez cette fois-ci du côté gauche. On va arriver sur... Hop. Ah pardon, je ne vais pas souligner ce petit truc-là. Dépendance à la base. Là, la matrice de famille de vecteurs dépend de la base choisie. Donc ça, on l'a vu sur un petit exemple dans R3. J'aurais pu en faire à chaque fois sur les polynômes et les matrices, soit c'est pareil. Dès que vous changez la base, ça va changer les coordonnées qui vont avec.
Donc ça, il faut à tout prix s'en méfier, et justement, on va jouer là-dessus au fur et à mesure. Application linéaire. Alors là, ça se complique un petit peu. Ça se complique un petit peu. Je vais repasser peut-être en plein écran. On va dire que c'est bon pour les recopies. Et il faut que tout le monde soit bien concentré. Alors, si on a une application linéaire, ça veut dire qu'on a un espace de départ, un espace d'arrivée. L'espace de départ, il a une base à lui. L'espace d'arrivée, il a une base à lui. Donc ça, c'est ce qu'on fixe dans le cadre au-dessus. Grand EP, espace vectoriel de base BP, de dimension P, et EN, alors les P et le N sont complètement arbitraires, bien sûr, EN, un espace vectoriel de base BN, pas BP. Donc ici, hop, chut, tac, vous me remettez un petit N ici. Au niveau des bases, E1 jusqu'à EP, epsilon 1 jusqu'à epsilon N. Et on a l'application linéaire petit f qui va de EP jusqu'à EN. Donc pour le cadre, standard, sauf qu'on a deux espaces et donc une base pour chacun. Lorsqu'on parle de la matrice d'application linéaire, cette fois-ci, ce qui va compter, ce sera non pas une base, mais ce sera le couple de bases BPBN. Notation, on s'inspire un peu le truc de dessus. On va mettre en indice les deux bases de départ et d'arrivée, l'application qui va avec. Et tout simplement, la définition, c'est la définition, c'est qu'on va prendre la matrice des P vecteurs f de E1 jusqu'à f de EP. Je ne vais pas souligner jusqu'au bout, je vais juste souligner ce truc-là, matrice des P vecteurs. Donc tout ça, on va l'encadrer. Alors, je vais mettre tout ensemble. La deuxième partie, c'est juste une petite remarque technique. Si jamais vous avez un endomorphisme, ça veut dire même espace au départ et à l'arrivée. Dans ce cas-là, alors attention, le cas assez général pour les endomorphismes, le cas le plus fréquent, c'est de dire, vu que c'est le même espace, je vais prendre la même base au départ et à l'arrivée. Si on a l'application qui va de R3 dans R3, base canonique au départ, on va reprendre la même base de canonique à l'arrivée. Donc pour alléger, c'est juste un truc comme au passage, on va mettre qu'une seule fois la base en question, et parce qu'on n'a qu'un seul espace associé. Dans ce cas-là, la définition c'est la même. On prend les f de EJ, on prend les images des vecteurs de base, et on regarde leurs coordonnées dans une certaine base. Exemple tout de suite. Puis après, je pense que ce sera peut-être plus clair. S'il y a des questions, ça va peut-être clarifier des choses. Donc je descends un tout petit peu. Alors, trois exemples. Une application toute bidon de R2 dans R3, avec les bases canoniques, et après en changeant les bases, juste pour voir que, ah bah oui, tiens, si on change les bases, ça change. Et ensuite, un exemple avec des polynômes, la dérivation, pour voir un petit peu ce que ça peut donner si on est en taille n. Alors, hop, je rebascule sur le tableau. Donc là, normalement, vous avez le PDF en petit à côté. Alors, sur le tableau, page suivante. Hop, c'est bon, j'ai tout gardé. J'ai tout gardé. Donc cette fois-ci, exemple de matrice d'application linéaire. Ah, alors vous l'avez sous les yeux, mais pas moi. Donc je vais faire un petit copier-coller. Pour l'exemple que j'ai mis, c'est cette application-là. Tac. Normalement, si je me souviens bien, je peux faire... Ouais. Ah, je me suis encore trompé de... C'est lui, c'est pas la main, c'est la flèche. Hop là. Donc ça, c'est la petite application qu'on a. Et je vais la mettre juste en dessous. Donc petit f, ici. Alors, on admet... Hop, je mets ça hop, vite fait dans un coin. Petit f, c'est une application linéaire de R2 dans R3. Ça, bien sûr, on va pas le refaire. Là, maintenant, on l'admet. Ici, vu qu'on a pris les bases canoniques,
Ça veut dire qu'on va avoir, alors si je reprends la notation, l'espace de départ. Donc au départ, on va avoir E, donc c'est R2, donc ici c'est E2, égale R2, avec comme base B2. Alors, je vais pas baisser parce que sinon il y aurait 2 fois baissé, ce serait pas très logique. La première base canonique de R2, 1, 0. Deuxième base, 0, 1. Donc ça, par rapport aux notations que je vous ai mis dans le PDF, c'est les E ou c'est les epsilon? Je vérifie. C'est les E. Donc lui, c'est E1, lui c'est E2. À l'arrivée, on a E3, qui est R3, avec pour base B3, qui va être 1, 0, 0, ensuite 0, 1, 0, et ensuite 0, 0, 1. Alors, petite remarque, je vérifie s'il n'y a pas de questions. Non, a priori pour l'instant c'est bon. Alors, petite remarque, là c'est pour les exemples, en détail tout. En pratique, vous, quand vous aurez des matrices d'application linéaire à calculer, bah, vous allez directement faire les bons calculs, quoi. C'est-à-dire, je calcule f de 1, 0, je calcule f de 0, 1, et après, boum, je balance la matrice. Vous n'aurez pas du tout à tout détailler à ce point-là. Mais là, c'est pour voir un petit peu, être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Donc les vecteurs ici, epsilon 1, epsilon 2, jusqu'à epsilon 3. Si on veut écrire la matrice, je prépare le squelette encore une fois. La matrice dans les bases B2, B3 de l'application linéaire petit f, on est censé avoir, alors attention, au début c'est un peu trompeur, mais le nombre de vecteurs de départ, c'est ce qui va donner le nombre de colonnes. Excuse-moi, j'ai dit les bons mots, mais j'ai pas pointé au bon endroit. Le nombre de vecteurs de départ, donc ici, c'est ce qui va donner les colonnes. Parce qu'on est censé placer f de E1 et f de E2 en coordonnées dans la base d'arrivée epsilon 1, 2, 3. Ce qui fait qu'on va avoir graphiquement une matrice comme celle-ci, avec les vecteurs f de E1 et f de E2 dans la base epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Au niveau des calculs, on va les faire dans un petit coin à côté. Alors, ici, bon là, j'ai commencé par poser la matrice, mais si on calcule f de E1, on va avoir, alors on remplace par 1, 0, partout là-dedans. Remplacer par 1, 0, ça veut dire qu'on enlève les y, grosso modo, et qu'on remplace les x par 1. Ça va donc revenir, si vous êtes bien, si vous voyez bien tous ces observateurs, à récupérer les chiffres qui sont devant x. Exemple, pour la première coordonnée, 3 fois 1 moins 0, ça fait 3. Ensuite, pour la deuxième coordonnée, x plus y, une fois petit x, une fois 1, 1, moins 0 plus 0. Et dernière coordonnée, moins 2x plus 5y, tout en haut, moins 2 fois 1, moins 2, plus rien du tout. f de 2, ça va être avec le même principe, moins 1 devant y. Ah, hop, j'ai quelqu'un qui revient, peut-être un problème de déco recouche. C'est bon, pas de déco pour les autres, il n'y a pas de souci. Non, oui, non. Ah oui, c'est bon. J'ai en train de dire, mince, j'ai perdu tout le monde. Ok, ok, ok. Bon, a priori, ça va bien. Ok, pas de souci. Alors, je vérifie au fur et à mesure. F de 2, F de 2, F de 2, donc 0, 1. Ça veut dire on remplace x par 0, donc ils vont disparaître. On remplace y par d1, donc on va récupérer le coefficient de petit y. Donc ici, on va avoir moins 1, ici 1, ici 5. Donc on écrit directement moins 1, 1.
5. Et comme c'est la base canonique, alors je le fais pour l'un des deux, l'autre c'est pareil, f de E1, bah, vu que c'est la base canonique, ça va être 3 fois epsilon 1, une fois epsilon 2, moins 2 fois epsilon 3. Donc les coordonnées de f de E1 dans la base des epsilon, bah, ce sont les chiffres qui apparaissent dans le vecteur. 3 fois E1, 3 fois, excusez-moi, epsilon 1, plus une fois epsilon 2, moins 2 fois epsilon 3. Conséquence, dans la matrice, bon là je pense qu'à force de comprendre le principe, 3, 1, moins 2 en colonne, et pour f de E2, moins 1, 1 et 5. Alors, est-ce que... Je vais peut-être un tout petit peu resserrer. Je resserre un tout petit peu ça. Comme ça, je pourrais presque mettre le deuxième exemple juste en dessous. Qu'est-ce que j'ai mis comme chiffre? Comme ça, le temps que vous recopiez ça, je vérifie mes chiffres. J'avais dit 1, 0, 1, 1 pour l'autre. Donc si on prend cette fois-ci, donc on change de départ. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec quoi ici? On va se retrouver avec une base B2', je vais la noter comme ça, 1, 0, 1, 1. Donc ici, ça veut dire que au lieu de calculer la première colonne, vu que c'était f de 1, 1, vu que le E1 n'a pas changé, effectivement, la première colonne n'a pas changé. On va donc se focaliser surtout sur la deuxième colonne. Ici, f de, donc lui c'est E'2. Et si on calcule f de prime2 à côté, alors cette fois-ci on remplace x, y par 1. On va donc avoir, si on remonte en haut, 3 moins 1, 2. Ensuite 1 et 1 qui fait pas 1 mais 2. Et ensuite moins 2 et 5 qui fait 3. f de prime2, alors là je me suis un petit peu facilité à mettre la tâche. La base d'arrivée, je ne l'ai pas changée. Donc j'ai pas besoin de me casser la tête à trouver les coordonnées du vecteur dans une autre base biscornue, vu qu'on a la base canonique à l'arrivée, le 2, le 2 et le 3, on va être recopié instantanément. Donc ici, on a 2 fois epsilon 1, plus 2 fois epsilon 2, plus 3 fois epsilon 3, ce qui fait que, tac, on va avoir la matrice dans les bases B'2, B3, de petit f, qui sera égal cette fois-ci à, prenez le réflexe de toujours remettre ce que vous calculez en fonction de quoi, f de E1, f de E'2, en fonction de epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Et donc on va avoir les chiffres, 3, 1, moins 2, 3, 1, moins 2 qui n'ont pas changé. Et ici, on va se retrouver avec un 2 et un 3. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que c'est à peu près bon? Ok. Bon, je regarde surtout s'il y a des gens qui ont des questions, mais... Ok. Alors pour l'instant, c'est un peu bateau, mais le truc à retenir, parce que ça, c'est là-dessus qu'on peut s'embrouiller, bien poser ses notations, bien poser ses espaces, les espaces de départ, d'arrivée, base de départ, base d'arrivée. Une fois que vous avez pris le pli, c'est pas méchant cette partie-là. Après, ça pourrait se compliquer.
Alors, on va repasser hop, sur le PDF. Alors, au niveau du PDF... ah, excusez-moi, endomorphisme dérivation. Donc, je retourne sur le tableau. Donc, ici, attention, je vais déjà changer de page. 3, 2, 1. Donc, hop, on a dit endomorphisme dérivation. Pareil, on admet que la dérivation linéaire, hein, de toute façon, on le sait. Donc, l'endomorphisme dérivation, donc on va de Kn crochet x, on retourne dans Kn crochet x, et à un polynôme P, on va associer cette fois-ci P'. Donc, au niveau des bases, on va pas. Donc, on a un endomorphisme. Je vais mettre hop à côté. D appartient à L2 admis. Alors, en vrai, c'est facile, hein. La dérivation est linéaire, on le sait. Et, alors, attention, justement, là, je vois la question, je l'attendais. C'est moi qui décide. Je mets Kn et crochet X à l'arrivée. Après, effectivement, mais c'est un peu comme j'ai déjà vu plein de fois, on pourrait dire qu'en fait, c'est valeur dans Kn-1 crochet X, et effectivement, c'est très pertinent. Mais ici, je veux un endomorphisme pour illustrer cet exemple, c'est tout. C'est purement artificiel. Mais, même si, dans d'autres situations, on pourrait se dire que ce serait plus intéressant de mettre Kn-1 crochet X à l'arrivée, avoir un endomorphisme, ça permet d'avoir des matrices carrées, ça permet de faire des puissances de matrices, qui vont après avoir un lien avec les applications linéaires. Alors que si on n'a pas des endomorphismes, les puissances de matrice, on est fichu. Donc, ça arrivera très fréquemment qu'on vous mette des endomorphismes de force. Alors, base canonique, je l'écris à côté. Donc 1, x, x carré, jusqu'à x puissance n. Au niveau de la matrice, on met en place le squelette. On est en dimension n plus 1. Matrice dans la base BC de D. Donc vu qu'on a un endomorphisme, par convention, par défaut on va dire, on met la même base au départ et à l'arrivée. Donc il n'y a qu'une seule base à écrire ici. On est censé donner D de 1, c'est pas la bonne couleur. On est censé écrire D de 1, D de x, jusqu'à D de x puissance n. Alors je vais juste réfléchir un tout petit peu à la place que je mets. Je vais un tout petit peu espacer celui-ci. Et on va peut-être intercaler aussi. Je vais intercaler un d de x carré. Hop, et on est censé écrire ça en fonction de la base. 1, x, x carré, jusqu'à x puissance n moins 1, x puissance n. Bon, là, ça prend un peu de place, mais c'est pas grave. Zoup. Et au niveau de la parenthèse, zoup là. Donc, le squelette, c'est ça. Conséquence, on fait nos petits calculs dans un coin. Or, d de 1, c'est 0. d de x, c'est 1. d de x carré, c'est 2x, etc., etc., jusqu'à d de x puissance n, qui est égal à, ici les calculs sont instantanés, n fois x puissance n moins 1. Conséquence sur la matrice, alors je passe sur le cas n égale 0, je sais pas quoi, ça ne m'intéresse pas. Ici on prend n grand. Conséquence dans la matrice, d de 1, vu que c'est le polynôme nul, ses coordonnées c'est 0, partout. 0, 0, 0, 0 et 0. d de x, c'est 1. C'est donc une fois le polynôme constant égal à 1. Et ensuite, tac, 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 que des zéros. Et ainsi de suite. d de x carré. Alors, attention. Attention, attention, parce que des fois, il y a des millimélos. Dans une matrice,
il n'y a que des scalaires, des réels, des complexes. Ici, 2 fois x, ça correspond à... Alors, je vais noter peut-être ici, c'est E0, E1, E2, la base canonique jusqu'à En, notation assez classique. Donc le 2x, c'est 2 fois E1. Et nous, ce qu'on nous récupère, c'est que la coordonnée qui est devant. Donc ici, on va avoir un 2. Alors après, il y a encore des 0, mais bon, je les passe. Et ainsi de suite. D de x au cube, on aurait un 3 devant x carré, jusqu'à ici, d de x puissance n, où on a un petit n devant x puissance n moins 1, et un 0 en dessous. Attention, la diagonale, elle est là. Et partout ailleurs, on va mettre un truc comme ça, on a des zéros. Alors, est-ce que le rang du système ou le nombre de pivots a encore un sens? Ah bah oui, ça va revenir. Et je vais faire une petite remarque comme ça. On a vu une notion de rang effectivement pour les matrices, avec les systèmes, les pivots. Et on a vu aussi, il n'y a pas très longtemps, une notion de rang pour les applications linéaires. Coïncidence? Je ne sais pas. Alors, on verra ça plus tard. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la construction de cette matrice? On est bon? Ok. Alors, petite remarque aussi, vu qu'on est dans les... Si c'est diagonale, c'est juste pour D ou est-ce que c'est... alors attention, le D ici, alors la matrice n'est pas diagonale. Justement, attention, je l'ai dit à l'oral, mais ça je l'ai pas marqué, je l'ai pas écrit. La diagonale de la matrice, elle est là. Qu'est-ce que je vais... Est-ce que j'ai pas un truc pour entourer? La diagonale de la matrice, elle est ici. Alors cette diagonale de la matrice. Attention, je vais mettre ça dans un petit coin. Alors, D, c'est pour dérivation. Non, mais c'est une bonne question parce que des fois, il y en a qui s'en mêlent les pinceaux. D ici, c'est pour dérivation. Alors, c'est une notation classique, mais je veux bien croire que ça soit trompeur. C'est pas du tout parce qu'on a une matrice diagonale. D'ailleurs, elle ne l'est pas. Elle n'est pas diagonale. On a une 10 sur diagonale et on a des chiffres au-dessus. Donc, attention, la matrice de D, n'est pas diagonale. D'ailleurs, si vous regardez bien, elle n'est pas diagonale, elle est triangulaire, supérieure, stricte. Et si vous vous rappelez bien, on avait vu un truc sur les matrices angulaires supérieures strictes. Est-ce que quelqu'un se rappelle ce qu'on a de spécifique? Voilà. Alors attention, effectivement c'est une matrice hypotente. Je rappelle une chose qu'on avait vue. Si une matrice est triangulaire supérieure stricte, évidemment elle est hypotente. Attention, c'est pas obligatoire. Il y a plein de matrices nilpotentes qui ne sont pas du tout triangulaires. Mais si elle est triangulaire supérieure stricte, c'est un cas spécifique où, entre guillemets, ça se voit à l'œil nu. Donc si j'écris en dessous ce que ça signifie, ici on est en taille n plus 1. Ça veut dire que, alors je vais donner un nom à cette matrice parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Cette matrice-là, on va l'appeler, j'allais dire grand delta, tout simplement. Donc ici, grand delta puissance n plus 1, ce serait matrice nulle. Alors, je vais faire un tout petit coup de gomme, parce que là, il y a des machins qui s'embrouillent. Tac. Donc, delta exposant n plus 1,
ce serait la matrice nulle. Petit rappel sur le principe lorsque la matrice angulaire supérieure stricte. Si on fait le carré, en fait, on aurait alors, plus les mêmes chiffres, mais les coefficients, en fait, ils remonteraient d'un cran. Ils iraient sur la... Alors que c'est pas la diagonale, mais sur la surdiagonale juste au-dessus. Et ainsi de suite, à chaque fois, ça monte d'un cran. Donc delta puissance n plus 1, ça ferait 0. Et comme par hasard, vous vous rappelez que si on fait n plus une fois la dérivation d'un polynôme, eh ben on tombe sur le polynôme nul. Donc encore une fois, pour l'instant, on ne dit rien, mais il y a quand même des coïncidences troublantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce une littération que lecture nulle? Donc voilà, effectivement, c'est dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? J'attends 30 secondes. S'il n'y a pas de questions, vous laissez courir. Sinon, s'il y a des questions, vous les écrivez. Ok. Alors, il est 11h17. Je ne sais pas ce qui est prévu finalement avec les élèves espagnols, parce que j'étais informé ce matin qu'en fait, il y avait une session d'espagnol. Est-ce que parmi ceux qui font espagnol, est-ce que vous avez des retours ou pas? Je pense qui? Hmm. D'accord, ok. Alors, du coup, ce qu'on va faire, donc, on va s'arrêter ici pour cette séance-là. Alors, j'arrête l'enregistrement pour l'instant.